Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Des chiens et des humains de Monsieur Dominique Dilliot. C'est un ouvrage paru en 2009 aux éditions Le Pommier. Il fait 320 pages et coûte 10 euros. Cet ouvrage a reçu le Grand Prix Moron de l'Académie française et s'inscrit dans la série de notes de lecture Éthologie et éthique. Alors, une présentation de l'auteur dans un premier temps. Dominique Dilliot est sociologue, anthropologue, docteur en sciences et historien et chercheur. Il est auteur de 8 ouvrages traitant de l'évolution biologique et culturelle, de l'homme et l'animal, du darwinisme et du néo-darwinisme. Ce qu'il y a donc d'intéressant à analyser dans cet ouvrage sur la chaîne YouTube, c'est qu'il ne va pas être question de médecine vétérinaire, de zoopsychiatrie ou alors d'éducation ou de rééducation canine. Là, il va être question comment dirais-je, la grille de lecture proposée par l'auteur est différente de ce que j'ai l'habitude de présenter. À savoir que l'auteur va traiter de la recherche de la place occupée par le chien auprès de l'homme, des origines de leur relation jusqu'à aujourd'hui, des idées reçues jusqu'aux évolutions éthologiques actuelles. Enfin actuelles, sachant que l'ouvrage est sorti en 2009. Évidemment, il y a eu d'autres études et d'autres recherches qui sont sorties depuis. Si vous faites de la veille informationnelle ou si vous souhaitez vous mettre à jour, il y a des idées sur lesquelles s'appuie l'auteur qui peuvent être un peu anciennes, puisque l'ouvrage a maintenant 12 ans, mais pour des néophytes, c'est une approche assez pertinente. Donc la grille de lecture, comme je disais, est intéressante parce que l'auteur va justement utiliser son filtre d'anthropologue et de sociologue pour nous décrire un certain nombre de propos que j'ai envie de vous présenter sur la chaîne. Comme j'ai coutume de le dire maintenant à travers plusieurs vidéos, je ne ferai pas de présentation générale de l'ouvrage, parce que la vidéo serait beaucoup trop exhaustive et beaucoup trop longue. Je vais, pour le coup, vous présenter certains points clés qui n'ont pas forcément été présentés auparavant, ou des propos qui peuvent appuyer d'autres vidéos que j'avais déjà réalisées par le passé. Donc, cherchant à expliquer l'origine de l'engouement pour le chien de compagnie, Dominique Dilliot expose la thèse du chien illusion, soit l'interprétation des personnes n'éprouvant qu'indifférence ou mépris à leur égard, voulant que la passion pour le chien de compagnie ne soit que projection anthropomorphique illusoire, conséquence de carences affectives engendrées par les dérèglements de la socialité dans les sociétés modernes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette critique de la thèse du chien illusion sera le fil rouge de ce livre. L'auteur va la présenter donc dans l'introduction et va ensuite la développer à travers plusieurs chapitres de son ouvrage. Les tout derniers chapitres, d'ailleurs j'y reviendrai plus tard, sont consacrés largement au fait de démonter cette théorie et l'image que peuvent avoir certaines personnes, bien même l'inconscient collectif, comme relation sur le chien de compagnie. Donc, cette thèse, selon l'auteur, mérite qu'on l'analyse car elle véhicule 3 idées reçues sur l'animal qui ont largement dominé jusqu'à un passé récent la philosophie, les sciences humaines et les sciences de la vie, particulièrement l'éthologie donc, impactant encore aujourd'hui notre vision et notre considération envers le chien et les animaux de manière générale. Je cite, comme je le fais régulièrement dans mes vidéos, des passages de l'ouvrage. La philosophie a été la première à creuser un fossé entre l'homme et l'animal. Dominique Dilliot écrit, au risque de simplifier une histoire très complexe, on peut dire que cette image de l'animal a très longtemps occupé une place dominante en philosophie à quelques exceptions près. L'image de l'animal en question, on parle donc de la théorie du chien illusion. Au moins depuis Descartes, la philosophie est globalement hantée par l'idée selon laquelle une coupure nette et infranchissable sépare l'homme des autres êtres vivants. Certes, admettons que l'animal a un corps dont le fonctionnement obéit aux mêmes principes biologiques généraux que le corps humain. Sous cet aspect, l'animal et l'homme ne se distinguent que par le degré de complexité et le raffinement de leurs organisations respectives, lesquelles présentent beaucoup d'analogies. Mais, ajoutons, les facultés dont les organisations sont le support matériel diffèrent sous quelques aspects essentiels.
Les différences invoquées varient au gré des philosophes et des époques, mais elles consistent toujours en une faculté que l'on juge absente chez l'animal, l'absence de volonté libre pour les uns, de conscience pour d'autres, ou encore de pensée, de langage, d'états mentaux, de croyances, etc. etc. Par-delà ces variations dans les arguments, la conclusion est à peu de choses près la même, dotée d'une psychologie sommaire, gouvernée directement par ses instincts et non par quelque aptitude mentale complexe, dénuée de langage. L'animal ne possède pas les attributs qui permettent de reconnaître en lui un véritable foyer de subjectivité. Tout au plus lui accordera-t-on une aptitude à éprouver des sensations. Une telle conception du vivant et de l'esprit entraîne une conséquence capitale pour notre perception de l'animal, nos rapports avec lui et le traitement que l'on pense être en droit de lui infliger. Car si l'animal est ainsi fait, alors il doit être rangé du côté des choses. Il est objectivité, il quitte le monde des sujets pour devenir un simple objet. Lui prêter des émotions et une vie mentale est alors une illusion produite par notre tendance à voir dans les choses des esprits semblables aux nôtres. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en démontant cette théorie du chien illusion, l'auteur, qui est sociologue de formation, va beaucoup s'appuyer sur les propos qui ont pu être tenus en philosophie et en sciences humaines. Donc, deuxième impact que cette thèse du chien illusion a pu avoir est dans le domaine donc des sciences humaines. L'auteur écrit « Une semblable représentation de l'animalité domine également les sciences humaines. Pour une bonne partie des anthropologues, des sociologues ou des psychologues, l'esprit de l'animal diffère fondamentalement de l'esprit humain, au point que l'étude du premier ne saurait nous livrer la clé de la nature et du fonctionnement du second. À leurs yeux, l'animal est entièrement gouverné de l'intérieur et mécaniquement par ses instincts, lesquels se perpétuent au fil du temps par l'hérédité biologique. À l'opposé, l'homme serait intégralement gouverné quant à lui de l'extérieur par des institutions qui se maintiennent, génération après génération, par la transmission culturelle, laquelle est rendue possible par la capacité à maîtriser un langage élaboré. Brute aphasique d'un côté, esprit fin et bavard de l'autre, nature contre culture, inné contre acquis. Le règne vivant serait divisé en deux mondes séparés par une frontière étanche. Au total, l'animal n'apparaît ici encore que comme un objet parmi tant d'autres, comme une des choses dont se compose l'ameublement du monde humain. Conséquence d'un tel parti pris, la passion pour le chien de compagnie est là aussi largement expliquée par la thèse du chien illusion. Ce que nous croyons voir dans les yeux des chiens ne serait rien d'autre que le reflet narcissique de notre esprit. Nous affecterions de les prendre pour des humains sous l'effet d'un manque engendré par la solitude. Ainsi, nous pouvons comprendre que les sciences humaines ont vraiment creusé davantage encore que la philosophie le fossé entre l'homme et l'animal. Ainsi, les sciences humaines, en s'appuyant sur des propos tenus par les philosophes, avaient ainsi décrété que, finalement, étant donné que l'animal n'était pas doué de parole, n'était pas doué d'un esprit critique, ou bien même n'étant pas un sujet, au final n'était qu'un espèce de contenant vide dans lequel aucun apprentissage ne pouvait s'effectuer en prenant en compte la personnalité ou les besoins fondamentaux de l'individu. Donc l'éthologie, finalement, qui paradoxalement se voulait être la science qui étudiait les animaux, notamment l'éthologie, les fondements de l'éthologie et les expériences qui avaient pu être menées sur les chiens de compagnie à partir des années 50, s'appuyaient déjà sur des idées préconçues qui étaient fausses. Donc comment pouvait-on être objectif ou en tout cas exposer des théories scientifiques sérieuse et concrète si on avait déjà comme filtre de lecture le fait que le chien, tout comme l'animal de manière générale, n'était qu'une chose, n'était qu'un objet, puisqu'il était une fois plus dénué d'objectivité, de subjectivité, ou bien même d'identité propre. Donc par rapport à l'éthologie, l'auteur écrit: l'éthologie a ajouté un facteur de déconsidération supplémentaire sur un type d'animal particulier dont le chien est une sorte d'emblème, l'animal domestique. L'éthologie classique en a longtemps délaissé l'étude, considérant ce type d'animal comme humanisé, autrement dit dénaturé, étranger à ce qu'il serait s'il vivait sans l'homme, conformément à son essence sauvage. Résumant ce rapide panorama destiné à esquisser à grands traits les points de vue longtemps dominants sur l'animal en général et l'animal domestique en particulier dans le monde savant et intellectuel, ravalés au rang d'objets par la philosophie et les sciences humaines, délaissés par une large frange des éthologues, les animaux domestiques ont été les victimes d'un double abandon.
D'un côté, en tant que créatures non humaines, ils ont été largement ignorés par les philosophes, les sociologues, les anthropologues et les psychologues, qui ont tracé une frontière infranchissable entre l'humanité et le monde animal. De l'autre, jugés trop humanisés, ils ont été délaissés par les éthologues, soucieux d'éliminer de leurs observations les biais que ces contacts avec l'homme entraîneraient dans le comportement de l'animal. Trop humains donc pour les uns, pas assez pour les autres, dans les deux cas, la conclusion a été souvent la même, nos rapports avec eux relevaient de l'illusion et ne mériteraient guère que l'on s'y attarde. Donc, arrivé à la page 28 de l'ouvrage, nous sommes toujours à l'introduction, et vous allez comprendre que ce livre va être un véritable pamphlet, ou en tout cas un véritable ouvrage qui va être destiné à revisiter pour certains d'entre vous qui ont peut-être encore un façonnement d'esprit de par l'inconscient collectif. Mais en tout cas, oui, cet ouvrage va expliquer, donc à travers le biais de la sociologie et de l'anthropologie, toutes les capacités physiques, cognitives, intellectuelles et les besoins fondamentaux des chiens, et au final, comment est-ce que, en comprenant notre relation à l'animal et comment est-ce que l'humain a pu évoluer en lien avec le chien et le chien avec l'humain, cela peut changer en profondeur notre vision que nous avons du chien de manière générale, de notre chien de compagnie, et comment nous pouvons toujours aller vers l'amélioration de notre relation avec lui. Donc Dominique Guilliot reviendra sur les origines de la domestication et des débats autour de celle-ci. L'homme a-t-il domestiqué le chien ou le chien a-t-il domestiqué l'homme ? Il s'attardera sur le phénomène transhistorique et transculturel des interactions avec les chiens, des cultes hérites leur étant consacrés, de leurs utilités recherchées et travaillées jusqu'à l'eugénisme et la sélection génétique. Ça, c'est un passage dont nous reviendrons parce qu'il est assez intéressant et que je ne l'avais jamais développé auparavant. Donc l'auteur présentera notamment les travaux du généticien soviétique Dimitri Belayev, qui avait émis à partir des années 50 un programme de recherche ambitieux de sélection génétique d'individus pour recréer la domestication et son processus depuis une espèce sauvage. Institut de recherche de Novosibirsk, fin des années 50. Le généticien soviétique Dimitri Belayev et son équipe se lancent dans un programme de recherche ambitieux. L'étude porte sur les renards argentés, dont les savants peuvent disposer en nombre, cette espèce étant élevée dans les fermes de la région. L'expérience consiste à faire reproduire ces renards en sélectionnant, à chaque génération, les individus qui se sont laissés le plus facilement apprivoiser, autrement dit, ceux qui manifestent le moins d'agressivité et de crainte vis-à-vis de l'homme. L'objectif est d'observer les renards obtenus au fil des générations, afin de voir si un tel processus sélectif peut permettre de jeter quelques lumières sur la manière dont la domestication des animaux s'est déroulée par le passé. Belayev fait l'hypothèse qu'elle aurait été effectuée progressivement par l'homme à travers la sélection, à chaque génération, des individus les plus amènes et dociles. Les résultats de son étude ont rapidement été saisissants. Après seulement 40 générations, les renards sélectionnés ont représenté des traits nouveaux qui les rapprochent des chiens. Ils manifestent de forts comportements d'affiliation envers l'homme, battent de la queue, gémissent lorsque des humains s'approchent d'eux, lèchent leurs mains. Leur queue s'est recourbée, leurs oreilles sont devenues tombantes, certains arborent un pelage nouveau, bicolore, noir et blanc. Le cycle reproductif de certaines femelles devient biannuel comme celui des chiennes. En bref, au fil des générations, les renards paraissent prendre les habits du meilleur ami de l'homme. Donc cette expérience qui a été menée sur plusieurs années, menée par donc, le chercheur Dimitri Belayev, a démontré qu'en l'espace de 40 générations, donc échelonnées sur à peu près 30 ans, Dimitri Belayev a pu démontrer comment certains sujets d'une espèce ont pu carrément changer de manière générale, devenant d'un renard classique, sauvage, qui était élevé en cage uniquement pour sa fourrure, à une sorte de chien de compagnie, ou en tout cas un chien errant des sociétés plus traditionnelles, dirons-nous. Donc vous voyez que, une fois que la niche écologique est manipulée en ce sens et que un programme de sélection ardu est fait, on peut en l'espace de 30 ans changer radicalement une espèce. Donc ce qu'il y a aussi d'intéressant à comprendre là-dedans, et qui avait été plus ou moins soumis par Marc Bekoff dans son ouvrage Les émotions des animaux, dont j'avais fait une vidéo il y a maintenant 2 ans,
et que je vous recommande, c'est quel intérêt peuvent avoir les parcs zoologiques à conserver les animaux captifs et les faire se reproduire entre eux, puisqu'au final, les pandas qui ne vont se reproduire qu'en zoo, les ours qui ne vont se reproduire qu'en zoo, ou les lions qui ne vont se reproduire qu'en zoo, vont devenir de génération en génération des êtres qui ne ressembleront plus ni aux pandas ni aux lions, puisqu'au final, nous n'aurions que des caractéristiques physiques qui encore elles-mêmes pourraient évoluer, puisque au final, si on sort un animal de son contexte, qu'on le garde en captivité et qu'on le fait se reproduire, l'homme changeant radicalement l'environnement de vie et le biotope de l'animal, l'animal en lui-même évolue également. Donc déjà qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans les parcs zoologiques pour aller voir les zoos et payer pour qu'on garde des individus en cage. Je vous recommanderais d'ailleurs davantage de regarder des documentaires qui sont maintenant beaucoup plus intéressants pour apprendre la vie des animaux que de payer pour garder des animaux une fois de plus en cage et participer au fait de modifier génétiquement finalement des animaux, même si les idées reçues ou en tout cas les slogans mis en avant sont de conserver les animaux pour leur respect, leur bien-être et toutes ces conneries. Le point de vue d'un anthropologue permet une approche intéressante dans la représentation de la domestication. L'un des apports essentiels du darwinisme et du néo-darwinisme est d'insister sur les aspects écologiques de l'adaptation et de rompre avec notre vision classique et hiérarchique des espèces. Selon M. Dominique Lilliot, l'auteur, donc, le fait de vivre dans une même niche écologique entraîne des convergences évolutives et des coadaptations entre espèces qui peuvent les rapprocher, notamment sur le plan comportemental, même si elles sont éloignées généalogiquement. Cela revient, comme je le disais précédemment, aussi sur les parcs zoologiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous conservez un animal ou qu'il évolue à votre côté, au final, la niche, pour le coup anthropogénique de l'animal qui va être apprivoisé par l'homme, va l'impacter profondément. J'ai eu la chance de grandir à la campagne et durant mon enfance, les moineaux, les petits oiseaux que je pouvais observer dans mon jardin ou dans la nature ne se laissaient que très rarement approcher. Et si on arrivait à s'approcher à 2 ou 3 mètres d'eux sans qu'ils s'envolent, c'était un miracle. La première fois que je me suis rendu dans une grande ville, étant enfant, j'avais été étonné lorsque je mangeais mon sandwich de voir que des individus de cette même espèce d'oiseaux, à savoir les moineaux, s'approchaient à quelques centimètres à peine de moi, attendant que des miettes de mon sandwich tombent. Et j'avais même réussi à donner directement une miette à un oiseau qui est venu la chercher presque sur ma main. Alors étant enfant, j'avais été émerveillé par cela, j'avais mis cela sur le compte de la magie des grandes métropoles, mais en fin de compte, il m'a fallu un certain nombre d'années pour comprendre que justement, le fait, comme disait M. Lilliot, que les coadaptations entre les espèces peuvent les rapprocher sur un plan comportemental, même si elles sont éloignées généalogiquement. Ce qui signifie que ces oiseaux qui avaient pris l'habitude de se rapprocher de l'homme pour avoir des miettes et des restes de repas, avaient réduit leur zone de stress et au final augmenté leur zone de confort, ce qui fait que ça ne leur procurait aucun stress ou en tout cas aucun signe de mal-être d'être proche de l'humain, en tout cas plus proche que ceux que je pouvais voir dans ma campagne étant enfant. Donc après avoir développé les différents modèles de représentation de la domestication et de la sélection génétique de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, qui ne faisaient généralement que sur des critères utilitaires et naturels, Dominique Lilliot va exposer les déviances de l'eugénisme sur la sélection génétique, philosophie de vie déviante née de la classe bourgeoise, qui décidément n'a pas apporté beaucoup au monde depuis 2 siècles de positif et de qualitatif. Donc, sur ce sujet qui va être assez important dans l'ouvrage, je vous propose la citation suivante. La très grande majorité des races actuelles ont été fixées à partir de la seconde moitié du XIXe siècle par les fondateurs de clubs canins, ces derniers ayant connu un important développement durant cette période. Ces fondateurs faisaient globalement partie des élites sociales, économiques et intellectuelles des pays occidentaux qui étaient fascinés par les développements du savoir en biologie et en agronomie. Ces disciplines étaient alors en plein essor et leurs représentants prenaient un point social et politique croissant depuis la fin du XVIIIe siècle. Ainsi,
se répandit dans ces élites une manière de concevoir le vivant et l'hérédité développée dans le sillage de l'histoire naturelle et étendue par quelques anthropologues comme Julien-Joseph Virey ou Paul Broca à de supposées races humaines. Ces convictions s'articulaient autour d'une conception de l'espèce ou de la race comme type morphologique et comportemental obéissant à un principe de corrélation et transmis héréditairement à la descendance. Conformément à ce principe, la forme prise par une certaine partie du corps vivant était censée indiquer rigoureusement toute une série de ressemblances corrélatives chez l'individu, non seulement dans les autres parties de son corps, mais également dans ses dispositions, ses aptitudes et ses penchants. L'application sommaire et débridée de ces principes à l'homme a conduit à la diffusion d'une véritable pseudo-science directement issue du monde savant et largement popularisée par certains scientifiques qui a servi de terreau à nombre de discours idéologiques à forte charge raciste et discriminatoire sur les prétendues races ou types humains. Ainsi, soutenait-on, certains caractères indicateurs comme l'angle facial ou la couleur de la peau peuvent servir d'indice signalant chez un individu une série de traits organiques et de caractères psychologiques bien spécifiques, l'ensemble formant le type propre à une race ou encore à une classe d'êtres humains comme celle des délinquants, à l'image de l'homme criminel évoqué par le criminologiste italien Cesare Lombroso dans le dernier tiers du XIXe siècle. Ces types étaient ensuite rangés sur une échelle avec à son sommet ceux qui étaient censés être propres aux classes supérieures des sociétés occidentales et chez les savants convertis à l'évolutionnisme, ils étaient reliés les uns aux autres à travers un arbre généalogique linéaire dans lequel les races humaines dites inférieures réalisaient la transition entre les autres races humaines et les singes. Associées à des vues grossièrement déterministes en matière d'hérédité, ces conceptions servirent de point d'appui à une doctrine appelée eugénisme ou eugéniste, qui fut fondée au milieu du XIXe siècle en Angleterre par le cousin de Darwin, comme Cole inventait petit, Francis Galton, et connut rapidement un vif succès dans les pays occidentaux. Pour les défenseurs de cette doctrine, la politique devait désormais être éclairée par la science de l'hérédité, laquelle recommandait selon eux d'empêcher la reproduction des types humains jugés inférieurs et de favoriser le type organico-psychologique jugé normal. Cela devait permettre au type moyen de la population de s'améliorer et de se rapprocher de la pureté d'un type idéal renouant avec de nobles types anciens. Autant de thèses dont se réclameront les nazis au XXe siècle et qui inspireront des politiques de stérilisation d'individus jugés porteurs de tard ou estimés inférieurs dans certains États, des États-Unis et dans des pays scandinaves jusque dans les années 1970. Appliqués indistinctement à l'homme et à l'animal par un jeu incessant de références croisées, ces discours sur l'hérédité et les races sont directement déteints sur la manière de concevoir et de traiter les chiens. Ainsi, la vogue des clubs canins dessine-t-elle un mouvement étonnamment parallèle à la diffusion de ces idées. Les clubs apparaissent un peu partout dans les pays occidentaux à partir des années 1860, rapidement fédérés dans des sociétés d'envergure internationale, au moment même où ces thèses se développent et se diffusent largement. L'objectif qu'ils se donnent, le vocabulaire qu'ils emploient, leur conception du vivant et de l'espèce s'inscrivent très précisément et explicitement dans le sillage de ces doctrines qu'ils appliquent aux chiens. Le premier objectif de ces clubs et sociétés est ainsi de répertorier les races de chiens entendus comme des types initialement purs, reconnaissables à des traits extérieurs, mais qui ont été brouillés tout au long de l'histoire par les hybridations et les métissages incontrôlés. Le second objectif s'inscrit dans le droit fil du premier, il sera de préserver, voire le cas échéant de reconstituer les races répertoriées par une reproduction sélectivement orientée qui permettra, du moins le pense-t-on, de maintenir le type dans certaines limites de variation et de lui redonner toute sa pureté. Conformément aux conceptions de l'hérédité évoquées plus haut, on considère que pour maintenir ou mieux, pour améliorer le type, il faut imposer une reproduction interne à la race, l'inbreeding, et écarter à chaque génération les individus qui dévient de la norme fixée. Ce qui suppose de dresser une carte d'identité et un arbre généalogique précis pour les chiens de race. En France, ce sera le LOF, le fameux livre des origines français. Enfin, troisième et dernier objectif, on essaiera de retracer l'origine historique et la parenté des différentes races de chiens répertoriées, comme le font alors de nombreux anthropologues pour les prétendues races humaines. Là se trouve l'origine, dans la littérature produite par ces clubs canins ou par les personnes qui s'en inspirent, des références systématiques à l'ascendance généalogique de leur race de prédilection et à son berceau supposé, généralement assez ancien, avec leur lot de controverses considérées comme scientifiques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourgeoisie, qui est une classe sociale parasitaire qui n'a une fois de plus pas apporté grand-chose au monde,
qui ne travaillaient pas et s'ennuyaient dans leur salon se sont mis à modifier génétiquement des chiens en ne faisant que reporter finalement des sciences qui avaient décidé de classer l'homme en fonction de certains types ou certains traits de caractère, tant physiques que physiologiques. C'est apparu seulement à partir du milieu du 19e siècle, et c'est à partir de ce moment-là, évidemment, que lorsque l'homme cherche à contrôler la nature, ça crée tout un tas de conflits, et généralement la nature tente de reprendre ses droits. Dominique Gilliot va notamment parler du syndrome de Jurassic Park dans cet ouvrage, mais je vous laisserai en prendre connaissance, hein, je ne vais pas tout vous spoiler, mais pour ceux qui ont vu notamment le tout premier volet sorti en 1992 de Steven Spielberg, on est vraiment là-dedans. Comment l'eugénisme comment l'homme, à travers l'eugénisme et la création, en vouloir reprendre le pouvoir de Dieu, finalement court à sa propre catastrophe et modifie assez radicalement la nature. Et lorsqu'on modifie la nature, généralement, ça coince. Il y a un documentaire qui peut être assez intéressant à voir, bon, il faut assez s'accrocher quand même. C'est Chien de race et Maître fou que vous pouvez trouver sur Dailymotion. Ce documentaire, justement, sorti en 2012, si je ne m'abuse, dévoile un petit peu toutes les déviances qui sont liées à la sélection génétique et tout le côté perché et totalement hors sol des clubs canins et du Kennel Club en Angleterre, qui est plus ou moins l'équivalent de la Société Centrale Canine en France. Le chapitre 4 revient sur la perception de l'environnement par le chien et sa représentation du monde. En exposant les différents sens, la vue, l'ouïe, l'odorat principalement du chien, l'auteur oriente son propos sur les différences fondamentales de ceux-ci entre l'humain et le chien. Cette analyse permet de prendre du recul sur les comportements et interactions de cet animal vis-à-vis de notre propre représentation du monde. Par exemple, pourquoi un chien a-t-il peur d'une poubelle ou d'un nouvel objet sur un itinéraire familier? Si vous avez plein de petites questions que vous pouvez vous poser par rapport à des réactions ou des amas de connaissances que vous souhaitez obtenir sur les chiens, vous allez pouvoir en trouver dans cet ouvrage. Et une fois de plus, ce qui est intéressant, je me répète, c'est que l'auteur n'est pas spécialiste du chien, il n'est pas éthologue ou éducateur ou vétérinaire, il a le regard d'un propriétaire de chien lambda, avec un filtre même de sociologue et d'anthropologue. Comparé à celle des humains, pour reprendre l'acuité visuelle par exemple, l'acuité visuelle des chiens est environ 3 à 4 fois moins bonne. Concrètement, cela signifie que lorsque nous identifions un objet à 22 mètres, les chiens doivent se rapprocher à 6 mètres pour y parvenir. Le pouvoir d'accommodation de leur œil est également inférieur au nôtre, qui est certes remarquablement grand. Ainsi ne peuvent-ils pas voir une image nette d'un objet situé à moins d'une quarantaine de centimètres de leurs yeux, entre 33 et 50 cm selon les chiens, alors qu'un humain peut encore voir avec netteté à une distance variant entre 7 et 10 cm. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chiens reniflent les objets très proches d'eux plutôt qu'ils ne les regardent. Inutile donc de mettre un objet dépourvu d'odeur sous le nez d'un chien, il ne pourra pas l'identifier visuellement. Il sera en outre gêné par son museau qui, chez la plupart des races, masque la partie du champ visuel située vers le bas. Donc, dans le 5e chapitre, Dominique Gilliot traite de la psychologie canine et de l'anthropomorphisme dans notre compréhension de l'animal et certains biais de l'éthologie. Il va être notamment question du fameux canon de Morgan que j'avais déjà développé précédemment, mais sur lequel je peux y revenir parce que c'est une petite citation qui se fait très courte. L'auteur va parler de Hans. Le cheval Hans, au début du XXe siècle, était un cheval dont on pensait qu'il savait compter parce que lorsque l'on écrivait sur un tableau 4 plus 3 par exemple, le cheval tapait avec l'un de ses sabots systématiquement la bonne réponse. Donc ce cheval Hans avait eu son petit moment de gloire où tout le monde pensait que le cheval savait effectivement compter, mais il s'est avéré que finalement, lorsque le cheval commençait à taper avec son sabot et que 4 plus 3 égale 7, lorsque le sabot du cheval arrivait à 5 ou 6, lorsqu'il arrivait sur la bonne réponse, en fait, les scientifiques
qui proposaient le calcul au cheval avaient leur pupille qui se dilatait lorsque le cheval avait trouvé la bonne réponse. Et en fin de compte, le cheval avait simplement compris que lorsque l'homme, l'expérimentateur, proposait ce comportement-là, cette mimique faciale et cette dilatation de cette pupille, il fallait qu'il s'arrête de taper sur son sabot. Donc en fait, tout le monde pensait que le cheval savait compter, le cheval avait simplement compris, lui, que lorsque l'expérimentateur avait ses pupilles qui se dilataient, il fallait qu'il arrête de tapoter. Donc par rapport à cela, l'auteur écrit « Sur l'effet Hans le Malin, le risque est de se laisser tromper par les ressemblances que peuvent présenter les performances de l'animal et celles de l'homme dans l'accomplissement de certaines tâches et d'attribuer au premier les états subjectifs, les raisonnements et les pensées qui sont propres au second dans les mêmes circonstances. Pour cette raison, l'éthologie est restée très fermement arrimée à un principe énoncé quelques années avant l'affaire Hans et qui a servi de véritable dogme fondateur à la discipline, le canon de Morgan. Cette règle formulée en 1894 par le psychologue Conwy Lloyd Morgan a été inspirée à son auteur par de minutieuses observations comme celles qu'il avait faites sur son chien Tony, lequel ouvrait la porte de son jardin. Ce chien, fit valoir Morgan, parvenait à réaliser cette tâche non pas parce qu'il avait compris le principe de fonctionnement de la poignée et sa finalité, mais plus simplement parce qu'une suite d'essais et d'erreurs dénuées d'intention et de conclusions particulières l'avait conduit à associer mécaniquement une action, peser sur la poignée, à un effet qui produisait en lui un état de satisfaction accédait au jardin. De là le canon de Morgan. En aucun cas, on ne doit interpréter une activité animale comme l'expression d'un processus psychologique supérieur si elle peut être adéquatement interprétée comme l'expression de processus qui se situent à un niveau inférieur de l'échelle de l'évolution et du développement psychologique. En d'autres termes, en matière de comportement animal, il faut toujours rechercher et retenir l'explication qui implique les facultés psychologiques les plus simples. Avant d'attribuer sans plus de précaution des pensées ou des états mentaux complexes aux animaux, comme ce fut le cas pour Hans avant l'expertise, il faut essayer de voir si leurs conduites ne peuvent s'expliquer par des mécanismes psychologiques plus sommaires, comme par exemple le réflexe direct inné ou le conditionnement mécanique. En d'autres termes, toutes les idées préconçues que l'on peut avoir du chien qui va se venger en détruisant votre mobilier lorsque vous vous absentez, ou le chien qui va éprouver de la dominance ou coïquesse, ce ne sont ni plus ni moins que des idées reçues, des projections de notre psyché humaine sur le chien. Mais le chien en tant que tel ne va pas forcément projeter une idée de vengeance, de rancœur ou de jalousie, il peut être simplement, parfois, dans une très large majorité des cas, possible d'expliquer des comportements ou des attitudes spécifiques par une approche un peu plus basique, un peu plus proche des besoins fondamentaux du chien que de partir dans des interprétations psychologiques purement humaines. Tel est le canon de Morgan, et une fois de plus, tel est l'un des avantages de cet ouvrage, c'est de nous remettre à notre place, nous en tant qu'humains, sur les projections que l'on peut avoir sur notre chien, et également de faire la lumière sur les réelles capacités physiologiques et cognitives du chien. Plus en détail, le 6e chapitre dévoilera 4 aspects de la tournure d'esprit canine, à savoir le rapport au monde physique, le rapport aux objets, le rapport à la causalité et l'esprit d'autrui. Dominique Guilliot, après avoir exposé donc comment le chien évoluait à travers ces 3 principaux sens, que sont l'odorat, la vue et l'ouïe, quelle faculté le chien peut avoir à travers ses sens, je vais y arriver. Au final, comment est-ce que ça va impacter son rapport au monde physique, son rapport aux objets avec lesquels il peut interagir dans son quotidien et dans l'environnement qui vont être proposés par l'humain familier, et ainsi finalement le rapport de cause à effet, et oui, au final, quel rapport il peut avoir aux autres chiens et quel rapport il peut avoir à l'humain. Une fois de plus, il va être question, toujours en gardant ce fil rouge de la thèse du chien illusion, il va être question de vraiment minimiser toutes ces idées reçues que l'on peut avoir et les replacer dans le contexte des capacités physiologiques et
finalement réel du chien de compagnie. Et finalement, cela passe aussi par revoir comment est-ce que le chien va nous percevoir, comment est-ce que le chien perçoit finalement son environnement et quelles interactions il peut avoir avec nous. Une fois de plus, toujours avec la grille de lecture de la sociologie et de l'anthropologie. Donc ce qui s'éloigne considérablement de la lourdeur scientifique qui peuvent apparaître dans certaines explications d'éthologues, de vétérinaires comportementalistes ou de zoopsychiatres. Donc en développant la vie sociale des chiens et des interactions inter- et intraspécifiques, l'auteur revient lui aussi sur la théorie de la dominance. Donc cette fameuse théorie de la dominance, je l'avais expliquée à travers une vidéo d'un 5 minutes pour comprendre, sur un format donc de 5 minutes. J'avais expliqué à travers la note de lecture dominance, mythe ou réalité, que j'avais effectuée sur un format de 10 minutes, sur un format 20 minutes je crois, et sur un format 40 minutes. Donc ce sera la dernière grosse citation de cet ouvrage, la théorie de la dominance, qui une fois de plus est intéressante par l'approche en sociologie et en anthropologie. Animal central des mythes associés aux grandes peurs de l'Occident européen, au moins depuis le Moyen-Âge à travers la figure du grand méchant loup qui effraie et fascine à la fois, le loup est tout naturellement l'une des espèces de prédilection des reportages animaliers et de la littérature de vulgarisation consacrée aux sociétés animales. Cette vulgarisation s'inspire généralement de recherches menées il y a quelques décennies qui décrivent la société des loups comme une organisation hiérarchique, linéaire et stricte dans laquelle les mâles dominants, les fameux mâles alpha, exerceraient un pouvoir sans partage, accepté sans contestation par la meute jusqu'à ce qu'ils soient renversés par d'autres mâles. Dans ce modèle, on considère que les monopoles dont jouissent les mâles alpha en matière de reproduction leur permettent de diffuser leurs gènes. Les gènes impliqués dans la dominance se perpétueraient ainsi de génération en génération dans les populations de loups. Simplifié, voire transfiguré par la vulgarisation, ce modèle, que l'on peut qualifier de politique, puisqu'il repose sur le principe d'une domination, a été longtemps appliqué également aux chiens, ceux-ci étant volontiers considérés comme des loups aux mœurs adoucies par le contact avec l'homme. Or, depuis le début des années 90, ce modèle fait l'objet de nombreuses critiques. Sous sa forme classique, il suggère que tous les loups aspirent à la dominance puisqu'il ne semble pas exister d'autres moyens pour les mâles de propager leur gène à la génération suivante. Or, depuis le début des années 90, ce modèle fait l'objet de nombreuses critiques. Sous sa forme classique, il suggère que tous les loups aspirent à la dominance puisqu'il ne semble pas exister d'autres moyens pour les mâles de propager leur gène à la génération suivante. Les mâles dominés n'attendraient donc qu'une occasion pour renverser le mâle dominant et exercer ensuite le même pouvoir pour assurer leur descendance. Or, les observations menées sur le terrain ont montré tout d'abord que les membres d'une même meute de loups appartiennent généralement à la même famille. Ils sont donc génétiquement proches et ont de ce point de vue des intérêts beaucoup plus convergents que s'ils n'avaient pas de lien de parenté. Pour le dire simplement, dans un tel cadre, pour un loup oméga, aider un autre mâle, ou du moins se montrer coopératif avec lui plutôt qu'agressif, est une stratégie qui peut être bénéfique du point de vue de la propagation des gènes, puisque ce mâle possède avec une bonne probabilité beaucoup de gènes en commun avec le loup alpha. Par ailleurs, les jeunes loups quittent la meute entre l'âge de 1 et 3 ans, ce qui montre que le renversement de la hiérarchie n'est qu'une alternative parmi d'autres pour assurer sa propre reproduction. Dans le prolongement de ces critiques, un autre modèle a été proposé qui paraît aujourd'hui retenu par une majorité de zoologues, le modèle familial. Ce modèle conserve le principe d'une dominance, mais les observations montrent que celle-ci est exercée manifestement à la fois par un mâle, dit leader ou reproducteur, et par une femelle. Il permet aussi de rendre compte des nombreux comportements d'attention mutuelle et d'affiliation qui assurent la vie relativement paisible que l'on observe dans la meute la plupart du temps. La dominance ne consiste donc pas chez les loups en un pouvoir despotique maintenu par la violence et la terreur, et la meute n'est pas une poudrière d'intérêts divergents recélant en permanence une guerre civile larvée. La dominance est du type de celle qu'exercent des parents sur leur progéniture. Les parents peuvent user de violence, mais essentiellement pour exercer un contrôle sur la conduite des rejetons, et ceux-ci peuvent tester les limites du pouvoir de leurs parents à travers une agressivité exploratoire. Dans un tel cadre, l'organisation sociale des loups apparaît au total non plus comme une société fondée sur un rapport de force, mais comme une famille étendue dont l'éducation est certes assez stricte et parfois violente, mais dont la dynamique repose sur l'apprentissage et le changement de rôle, à mesure que l'individu avance en âge plutôt que sur la quête concurrentielle du pouvoir. La connaissance de la vie sociale du loup s'est donc à la fois enrichie et modifiée ces dernières années.
Toutefois, les spécialistes confessent qu'il y a encore beaucoup à apprendre, trop de conclusions hâtives, notamment sur la dominance et les mâles alpha, ont été tirées d'observations faites sur des loups captifs, lesquels, n'ayant guère été socialisés au contact de leurs congénères, développaient des comportements en général plus agressifs que les loups sauvages. Ces différences de comportement entre loups captifs et loups sauvages invitent par ailleurs à insister sur un trait fondamental du loup, partagé également par le chien, la plasticité du développement de leur comportement individuel. Contrairement à ce que suggèrent les images figées des sociétés animales dans lesquelles les individus sont présentés comme étant enfermés par leurs instincts innés dans des rôles stéréotypés, il y a une grande variabilité individuelle dans le tempérament et la conduite des loups, tout comme dans ceux des chiens. Donc est-ce qu'un Rottweiler va nécessairement être un chien méchant, agressif qui va vouloir tuer tout le monde? La réponse est évidemment non. Et cette variabilité individuelle entraîne nécessairement dans son sillage une certaine variabilité des rapports sociaux. Il pourrait donc y avoir beaucoup plus de latitude qu'on ne le croit dans l'organisation des sociétés formées par les loups. En conséquence, compte tenu des incertitudes qui règnent encore à propos de leur vie sociale et de la variabilité potentielle de leurs organisations collectives, les loups ne peuvent fournir un modèle suffisamment précis et stéréotypé pour éclairer définitivement quant à lui seul le comportement social du chien. Cet ouvrage est sorti en 2009, l'ouvrage Dominance, mythe ou réalité de Barry Eaton, dont j'ai réalisé plusieurs vidéos, date de 1999. Pourtant, en 2019, l'IFSA et en 2021, le Collège européen de formation, ou le Centre européen de formation, je ne sais plus, écrivaient dans leurs cours d'éducation canine ou de formation d'éducateurs canins que la dominance encore était un modèle hiérarchique d'actualité chez le chien de compagnie. J'avais notamment écrit une lettre verte sur les réseaux sociaux par rapport à l'IFSA qui avait été relayée plus de 200 000 fois. Tu as fini de faire caca? Très bien, j'arrive ma fille. Dominique Gilliot présentera par la suite les dernières avancées en éthologie, en sciences du comportement pour évoquer la communication canine avec l'humain notamment et comment s'articulent les interactions interspécifiques. L'intérêt ici encore avec le regard de l'anthropologue est d'analyser cette communication et l'impact qu'elle a sur notre rapport à l'animal et notre relation au chien particulièrement. Un chapitre axé sur l'agression permet notamment de comprendre comment une non-compréhension mutuelle des interactions peut conduire à ce comportement d'agression et les échelles d'aggravation de ces patrons moteurs. Une fois de plus, ce qu'il y a d'intéressant à travers la grille de lecture proposée par l'auteur, c'est l'influence de l'humain sur les comportements du chien et notamment à travers le chapitre sur l'agression, comment est-ce que l'humain va engendrer le conflit et comment est-ce qu'il va lui-même finalement être le déclenchement. Et on n'est pas sur une vision purement de la zoopsychiatrie où le sujet référent va être le chien. Dans l'ouvrage, le sujet référent va être l'humain qui interagit sur le chien. Donc après avoir développé tout cet argumentaire, l'auteur revient sur la thèse du chien illusion et les problématiques développées en introduction dans les 3 derniers chapitres de son livre. Comme je vous l'avais dit précédemment, cette présentation et cette critique de la théorie du chien illusion va amener l'auteur finalement à articuler l'ensemble de son ouvrage et des apports de connaissances sur cette notion-là. Et une fois qu'il a exposé finalement tout le contenu de son ouvrage, sur le génisme, sur la dominance, sur les interactions interspécifiques, et sur finalement le mode de vie du chien et l'interprétation ou les projections anthropomorphiques que nous avons pu faire avec le chien particulièrement et l'animal de manière générale, l'auteur va pouvoir redémonter cette théorie du chien illusion qui est heureusement de moins en moins présente dans l'inconscient collectif, mais qui reste tout de même ancrée sur un certain nombre de concepts. Donc cependant, le regard de Monsieur Dominique Gilliot est intéressant justement car il sort du point de vue de l'éthologue, du vétérinaire ou de l'éducateur canin.
Exposant les considérations de l'homme au chien, la société anthropocanine et ses variations de culture, il sera ici question de sociologie et l'on ressent toute la lourdeur de l'interprétation scientifique et académique sur les 3 derniers chapitres. C'est vrai que autant l'ouvrage peut être assez facile d'accès si on est néophyte, autant les 3 derniers chapitres sont vraiment plus compliqués à comprendre, puisque l'auteur va, en s'appuyant sur les études sociologiques, sur les études éthologiques et sur les apports en philosophie, démonter la thèse du chien illusion, mais même au-delà de ça, il va y avoir une critique virulente de l'humain dans sa société occidentale et son rapport aux animaux. Et là, il est vrai que la grille de lecture proposée est un peu plus difficile d'accès. Rappelons que Dominique Guillot est tout de même docteur et chercheur en sciences, il est rattaché je crois au CNRS, il est sociologue, il est anthropologue, il est membre de l'Académie française, et ses ouvrages ne sont pas forcément donnés au grand public. Néanmoins, je vous le recommande fortement. Dominique Guillot, Des chiens et des humains, sorti en 2009 aux éditions Le Pommier, il fait 320 pages et coûte 10 euros. C'est un ouvrage assez modeste, un peu dense en termes de contenu, mais qui a, et je le répéterai pour la dernière fois, la particularité de ne pas avoir cette grille de lecture éthologique ou zoopsychiatrique. On va être sur une interprétation humaine d'un humain familier, d'un référent d'un chien, d'un propriétaire de chien, qui se posait à la base des questions sur son propre chien et qui a décidé d'en écrire un livre pour au final prendre du recul sur la relation que l'humain a avec le chien, les idées reçues qu'il projette encore aujourd'hui sur le chien, et au final, quels impacts cela peut avoir sur le chien de compagnie. Voilà. Donc j'espère que ce livre vous plaira. J'ai fait de longues citations cette fois, mais l'ouvrage était assez dense et je préférais m'appuyer sur les propos de l'auteur plutôt que de vous apporter moi-même une approche personnelle, sachant que l'interprétation d'un livre est toujours subjective et que je préfère que vous lisiez ce livre et que vous puissiez en tirer vos propres conclusions. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça aide au référencement YouTube. Quant à moi, je vais pour la saison prochaine avoir un peu plus de temps pour réaliser des vidéos. Il est vrai que là, ces 4 derniers mois, j'avais été totalement inactif sur YouTube. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, les vidéos YouTube se font sur mon temps libre, que je n'avais pas beaucoup ces derniers temps. Et je n'en tire aucun bénéfice, c'est purement gratuit, c'est de l'apport de connaissances que j'offre au plus grand monde. Et faisant cela de façon bénévole et une fois de plus lorsque j'ai le temps, parce qu'il faut lire le livre, faire des recherches, monter une vidéo, la réaliser, ça prend un petit peu de temps et voilà, ces derniers mois, ça avait été un peu compliqué pour moi de m'en trouver. Donc je m'excuse auprès de mes abonnés, je vais faire par la suite des vidéos un peu plus légères. J'avais dit déjà dans le format 20 minutes que j'avais lancé l'été dernier que je minimiserais les notes de lecture afin de proposer du contenu différent. Je vais tâcher de faire cela dans les prochains temps en lançant notamment des entretiens, mais je reviendrai dessus ultérieurement. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.